Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Territoire Sénat. L'invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour, député La France Insoumise. Et pour m'accompagner ce matin, Nathalie Moret du Progrès de Lyon et Oriane Mancini, bonjour. Bonjour. Journaliste politique, public, Sénat. Éric Coquerel, l'affaire François de Rugy, 4 articles en 3 jours. Quel est l'objectif de Mediapart? C'est de faire tomber un ministre? De Mediapart, je ne sais pas. Je pense que Mediapart utilise les informations qu'on leur donne. Manifestement, ils sont bien informés. Et de ce qui court à l'Assemblée, y compris dans les bancs d'En Marche, je n'aurais pas trahir des secrets. C'est que très certainement, ça vient de l'intérieur. De l'intérieur, non pas du ministère, mais donc voilà, il y a des gens qui, très certainement... Un règlement de compte politique. Veulent pas du bien à de Rugy. Vous nous dites règlement de compte politique? Non, je dis que simplement, il y a des gens qui ne veulent pas du bien de Rugy et que... On apprend au bout d'un moment que dans la politique, beaucoup de choses sont possibles. Mais au-delà de ça, la question qui est posée, c'est sur M. de Rugy. J'allais dire, au-delà de l'aspect qui rend la chose encore plus insupportable, qui est le fait que c'est un président de l'Assemblée, et même avant, qui a mis en avant la transparence, qui a fait la leçon aux députés, qui a demandé des économies. Qui a demandé des économies, mais en plus, c'est la manière de le faire, parce qu'encore qu'on demande des économies, qu'on revienne sur une partie de la retraite des députés, qu'on nous demande, comme ça a été fait, ce que je trouve normal, d'avoir nos justificatifs, etc., pour les frais, bon, mais c'est la manière de l'avoir fait. C'est-à-dire, en gros, il n'a pas hésité à mettre en avant, j'allais dire, quasiment... la potentielle responsabilité des députés. Et dans ce cas-là, il faut être absolument clean, quoi. Je veux dire, si vous voulez donner des leçons aux autres, il faut l'être. Et manifestement, il s'est installé à l'ACEI et il a, voilà, dans tous les avantages que ça pouvait représenter, peut-être politique. Moi, j'en sais rien. On fera le détail de ces dîners. C'est vrai que. Mais Éric Coquerel, est-ce que François de Rugy, ministre d'État, est aujourd'hui encore crédible dans ses fonctions? Mais moi, ce que je crois, alors, d'un point de vue politique, non. Et je voudrais pas qu'on l'oublie. C'est ça qui me semble le plus important. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, va fermer le train Rungis-Perpignan de fret ferroviaire. C'est 20 000 camions en plus sur les routes. La semaine prochaine, on va parler du CETA. Il soutient le CETA, qui est un traité de libre-échange qui est absolument catastrophique d'un point de vue écologique. Moi, je m'occupe à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, du rapport lié à son ministère. Son ministère, c'est 24 000 suppressions de fonctionnaires depuis 10 ans, et lui en a rajouté. Donc je trouve que politiquement, il n'est pas crédible, parce qu'il est le justificatif écologique, vu son passé, d'une politique qui ne l'est en rien. C'est ça qui me pose le plus de problèmes. Quant à l'affaire elle-même, je vais y venir, est-ce que c'est plus scandaleux ou moins scandaleux que les 300 000 euros qui ont été mis pour la moquette de l'Élysée, les 500 000 euros qui ont été mis pour la vaisselle, les 34 000 euros de la piscine de Brégançon? Bon, moi, je laisse chacun juge. Ce qui ne va pas, qui n'est plus supportable dans cette affaire, c'est que d'un côté, on a un gouvernement qui impose l'austérité, qui gèle le point d'indice des fonctionnaires, qui dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires, qui dit aux chômeurs, il suffit de traverser la route pour trouver un emploi, et de l'autre côté, le moins qu'on puisse dire, qui continue à avoir un train de vie dont a bien des aspects insupportables. Voilà ce qui ne va pas et qui provoque une colère légitime par rapport à ce qui se passe. Et s'il rembourse ces frais-là, est-ce que ça peut suffire? On verra bien sur les détails, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il a mangé est-ce que vraiment il y a eu du homard à tous les dîners? Mais ce qui n'est pas supportable, et c'est ça que je voudrais préciser, parce que ça dépasse la personnalité de M. de Rugy. Personnellement, je vais vous dire très franchement, je n'aime pas François de Rugy. Voilà, je le trouve agressif, politico-rigide. Je trouve que la manière dont il répond sans arrêt à l'opposition, la manière dont il répond aux associations, la manière dont aussi, par exemple, récemment, il a accepté des primaires où la règle du jeu, c'était de soutenir le candidat qui gagnait les primaires. Enfin, c'est leur problème interne. Et puis hop, il part vers Macron. Il y a un côté que je n'aime pas dans ce personnage politique. Mais pour autant, je trouve qu'il serait commode finalement d'individualiser. Là, je vous ai cité certains chiffres, certains étant liés à M. Macron. Voilà, je trouve que c'est cette façon à un moment de diriger l'État, en proposant l'austérité pour tout le monde, des conditions dures, en privilégiant les plus riches, parce que ça a un rapport aussi, qu'on supprime l'ISF, alors qu'il y a des gens qui se gavent sans arrêt sur le dos des Français qui, eux, souffrent. Et je trouve que c'est ça qui devrait être dénoncé de manière plus globale. Mais pour être clair, vous ne faites pas partie de ceux qui demandent sa démission. On verra bien à l'arrivée. Moi, c'est sa politique que je demande de démissionner. Et si vous voulez, le problème avec la démission, d'abord, à chaque fois que nous on demande une démission, en général, ça protège le ministre. Alors, bon, je m'en méfie, mais par exemple...
quand on demande la démission, il faut que ça soit... Il y a un côté rareté dans l'affaire. Bon, donc, ce qui s'est passé avec M. de Rugy me choque, ça choque tout le monde, bien évidemment. Mais par exemple, je demande en ce moment surtout la démission de M. Castaner, d'accord, pour une politique répressive, une politique où on utilise la police à des fins de maintenir l'ordre social avec des victimes. Là, récemment, on se demande où est Steve, le jeune de Nantes. Je trouve que le ministre n'est absolument pas à la hauteur de ce qui se passe dans le pays depuis des années. Une enquête de l'IGPN a été Oui, d'accord, une enquête de l'IGPN. Comme il y a une enquête de l'IGPN, vous avez des nouvelles d'ailleurs sur le boxeur de Toulon, le policier boxeur de Toulon. Je dis ça parce qu'on a suspendu un syndicaliste policier il y a quelque temps qui s'appelle Langlois, du syndicat Vigie, pour avoir une liberté d'expression un peu inverse de celle de ses collègues des syndicats d'extrême droite de la police. Et là, par contre, on n'a pas de nouvelles de ce boxeur policier qui frappait des manifestants mis en respect. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'occasions de demander les démissions des ministres. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la politique de monsieur de Rugy, que je trouve insupportable. Et c'est surtout de dénoncer cette logique qui est qu'on se gave, on vit à un rythme que personne ne peut vivre dans ce pays et on impose l'austérité partout. Alors, vous parliez de Christophe Castaner, vous l'avez rencontré hier, vous étiez à une réunion avec d'autres leaders politiques sur ADP, la privatisation d'Aéroports de Paris. Sur le référendum, vous demandez un comptage plus transparent des signatures. Que vous a dit Christophe Castaner? Alors, pour être exact, il n'y a pas eu de réunion hier. Les sénateurs se sont rassemblés, socialistes, si j'ai bien compris, et on a une réunion le 23 juillet. Ce que nous demandons principalement, M. Castaner, c'est la mise en place d'un comité de suivi, comme ils l'ont fait pour le grand débat. C'est-à-dire un comité de suivi qui rassemble les députés et sénateurs, enfin une partie qui ont voté cette loi référendaire, de façon à ce qu'on puisse effectivement suivre dans la transparence où on en est, qu'on puisse continuer à essayer d'améliorer cette plateforme qui, le moins qu'on puisse dire, est vieillotte et elle complique le travail de ceux qui veulent signer. Et donc on se reverra le 23 juillet. J'espère enfin qu'il va accepter cette revendication qui me semble normale. Mais pour être clair, est-ce que le gouvernement freine les signatures avec la plateforme dont on vous parlait, qui est un peu vieillotte? Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il ne les arrange pas. D'ailleurs, il nous l'a dit un peu, Castaner, là-dessus. Quand on l'a vu la première fois, il y a quelques semaines, on lui a dit, par exemple, on trouverait normal que, vu que c'est la loi, il y ait, par exemple, des rappels au niveau des services publics de télévision pour qu'il y ait des messages d'information, des choses comme ça, enfin, qu'il y ait un minimum qui permette une campagne. Bon, en gros, il nous a expliqué qu'il n'allait quand même pas nous arranger, quoi. C'est un peu ça. Bon, tout ce qui est loi, il va le faire. Pour l'instant, il ne le fait pas bien. D'accord ? C'est-à-dire, tout ça a mis du temps à se mettre en place. Alors, en plus, quand c'est mis en place en plein cœur de l'été, vous voyez que ça ralentit un peu les signatures. On en est à 500 000 environ. Il en faut 4,7 millions. Voilà. Un peu plus, vous avez des chiffres à nous donner, puisque le dernier chiffre, c'était... Non, on a le même que vous. On a le chiffre officiel, parce que je crois qu'il y avait un compteur un peu officieux qui s'était mis en place. Ils se sont même débrouillés pour l'annihiler. Donc, comme vous, on sait que le 1er juillet, il y avait 480 000 signatures. Bon, si on fait à peu près la logique, on est au-dessus de 500 000. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais vous êtes confiant pour atteindre les 4 Je suis confiant à partir du moment. Nathalie. Je suis confiant si à la rentrée on est capable les uns et les autres de passer le mur du son. Vous me permettrez cette image au sujet d'ADP et de l'aéroport de Paris. Pourquoi ? Parce que il va falloir 4 700 000 signatures, c'est énorme. D'habitude, vous savez, les pétitions citoyennes, c'est 2 millions à peu près, les plus réussies. Donc, vous voyez qu'on double. Donc, à mon avis, il faut vraiment viser grand angle. Et donc, il faut être capable, les uns les autres, j'allais dire, d'aller partout sur le terrain dans le pays, d'avoir des initiatives un peu différentes. C'est-à-dire, par exemple, on a fait une à Saint-Denis où il y avait des députés qui allaient des Républicains à nous, qui disions ensemble qu'on était contre. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Nous, on y travaille. Plus des rassemblements plus traditionnels. Il y en a un qui est en cours avec Attaque, des syndicats. Mais je crois qu'il faut qu'on donne à voir le fait que sur cette question, on est capable de dépasser des clivages partisans dès lors qu'on est d'accord sur l'objectif et les raisons de cet objectif, c'est-à-dire empêcher cette privatisation. Vous parliez hier du terrain, vous étiez hier matin en Seine-et-Marne pour défendre les salariés de Conforama. 1900 emplois sont menacés sur tout le territoire français. À part de ponctuellement aller les soutenir sur le terrain, qu'est-ce que vous, députés, vous pouvez faire concrètement pour les aider ? Concrètement, nous on essaye d'interpeller le gouvernement déjà. Bon, il se trouve qu'il y a un Conforama en plus sur ma circonscription, donc ça me sensibilise encore plus, même si globalement le problème reste
est suffisant pour s'alerter. Moi, je peux mettre mon écharpe au service des luttes. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de peser. J'essaye de mettre un éclairage sur ces questions. Conforama, c'est un vrai scandale. C'est un scandale de plus. Bon, notamment pour les salariés dont l'emploi pourrait être supprimé, mais parce que c'est un fonds de pension, Conforama, d'accord, qui continue à faire des bénéfices. Contrairement à ce qu'on dit, ils continuent à faire des bénéfices. Donc, leur objectif, c'est pas de garder l'emploi. Leur objectif, c'est le cours de la bourse, de garder une rente suffisamment haute pour concurrencer à la bourse. Il n'y a pas eu de problème de gouvernance de Si, en plus de ça, et c'est les salariés qui servent toujours de variable d'ajustement. Moi, je vais vous citer un exemple à Saint-Ouen, pour bien comprendre le problème. Saint-Ouen, le magasin Conforama est loué par la société Conforama, une SCI qui est créée par le patron de Conforama. Et il a doublé le loyer de cette SCI en quelques mois, en quelques années. Donc vous voyez bien le problème, tout à coup, ce magasin est passé dans le rouge. Et l'argent va toujours au même endroit, que ce soit sous forme de loyer ou sous forme d'intérêt d'actionnaire. Bon, ça, c'est insupportable, il faut le dénoncer. Et moi, c'est pour ça que j'estime que mon devoir d'élu, c'est d'être aux côtés des salariés qui défendent leur emploi dans ces cas-là. Et que peut faire le gouvernement, puisque vous appelez le gouvernement à agir ? Déjà, par exemple, d'arrêter de donner le CICE et demander le remboursement. Parce que 50 millions d'euros donnés à Conforama en 5 ans pour supprimer des emplois, ça montre bien que ce crédit d'impôt, c'est un vrai scandale, qui ne crée pas d'impôt et qu'on ferait mieux de mettre, à la fois pour créer, par exemple, des postes de fonctionnaires, dont on a besoin, contrairement à ce que dit le gouvernement. Bon, vous voyez que c'est tout un problème de logique économique. Éric Coquerel, on va parler maintenant des réformes à venir, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage, un document de l'UNEDIC révèle que 1 200 000 chômeurs seront touchés par cette réforme, seront donc moins bien indemnisés. Faux, nous dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle dit que c'est 600 à 700 000 personnes qui seront impactées par la réforme. Est-ce qu'on peut la croire ? Non, c'est une menteuse. Voilà, je vous le dis, c'est une menteuse. Elle m'a fait la même réponse parce qu'il se trouve que ces chiffres-là, avant que ce soit sorti dans les journaux, je les ai indiqués à l'Assemblée dans une question au gouvernement il y a maintenant 2 semaines de ça. Bon. Et la ministre m'a répondu de manière, là aussi, très méprisante. Elle aussi, c'est une spécialiste du genre. Je confirme ce qui a été dit et ce qui est affirmé par les journaux et par les syndicats. Pourquoi on nous cache les vrais chiffres ? Mais parce que c'est déflagrateur. Si on explique aux Français qu'en réalité, ça va être entre 1,2 million et 1,5 million personnes au chômage aujourd'hui qui vont être impactées par cette réforme, vous voyez bien que c'est, là, pour le coup, c'est tout le système, en réalité, d'assurance chômage qu'on est en train de déliter. Quel chômeur ? Alors, justement, les chômeurs qui sont attaqués, c'est ceux qui travaillent un peu. D'accord ? Alors, il y a deux entrées, pour bien comprendre. La première entrée, c'est à peu près 600 000 personnes qui sont concernées. C'est qu'on va demander, pour avoir le droit à être indemnisé, de travailler plus sur une durée plus courte, 6 mois sur 24 mois. Bien. Donc déjà, ça va compliquer la chose pour des gens qui accédaient aux indemnités. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on va supprimer ce qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi précaire, mais qui n'est pas suffisant pour qu'on considère non suffisant pour ne pas avoir le droit aux indemnités. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, donc les indemnités complétaient quelque part. Bon. Et donc là, on va les sortir. Ça, c'est 840 000 en plus. Donc additionnés, vous avez le chiffre. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on a un gouvernement, c'est pas le premier, les autres on cotise aussi, qu'on crée de la précarité, qu'on avantagé les CDD. D'accord ? 87% des emplois créés l'année dernière en France sont des CDD, dont un tiers de quelques jours. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On dit à ces mêmes personnes dont on a facilité quelque part la précarité, eh bien maintenant vous aurez encore plus de difficultés d'être indemnisés. Donc je vais vous dire, à la fin, on crée des travailleurs pauvres. On va baisser le nombre des chômeurs au niveau statistique et on va créer des travailleurs pauvres comme en Angleterre et en Allemagne, système dans lequel ce système fonctionne depuis très longtemps. Voilà ce que nous dénonçons. Et Mme Pénicaud a beau dire, ce sont des chiffres qui sont logiques. Il suffit de regarder aujourd'hui les statistiques de ce qu'elle va frapper. Elle a dit que ça ne tient pas compte de l'impact psychologique de la réforme et oui, du fait ça, que des gens l'impact psychologique pour les chômeurs sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Alors justement, elle nous dit ça, elle nous dit « Nous avons remis des personnes sur le marché de l'emploi ». Mais sauf que les personnes sur le marché de l'emploi, comme je viens de vous dire, à 87%, c'est des CDD. Donc vous voyez bien qu'au bout du bout, vous avez un enchaînement qui est mauvais. Donc alors eux, le chiffre du chômage va baisser, ils sont peut-être contents, mais au-delà du fait que c'est des gens qu'on mène à la misère, véritablement à la misère, mais en plus de ça, c'est des gens qui auront encore moins pour consommer, donc ça ne va pas faciliter la vie de l'économie française. Un mot sur la réforme des retraites, puisque Jean-Paul Delevoye présentera ses recommandations la semaine prochaine. Avant de parler du fond, sur la forme, il a beaucoup consulté Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous saluez la méthode ? Lui, il est plus habile que les autres. Il consulte. Enfin bon, pour l'instant, il a tous les syndicats qui sont quand même encore vent debout. Et ils ont raison de l'être. Parce que le fait est, c'est qu'en réalité, on va prolonger l'âge de
l'âge d'entrée à la retraite à 64 ans. C'est ça qui va se passer. On ne va pas le faire en termes de chiffres, on va le faire en termes de décote, ce qui reviendra au même, parce que les gens ne partiront pas à la retraite avant, sous peine justement, là aussi, d'avoir des pensions de misère. Donc c'est bien une remise en question. Et alors, le système à points... C'est pas l'assurance de l'équité ? Non, pas du tout. Le système à points, c'est l'assurance de la précarité et de l'incertitude, puisque vous ne saurez pas, avant la fin de votre travail, vous ne saurez pas combien vous allez toucher, puisque ça sera fluctuant en fonction de certains critères économiques, etc. Donc tout ça est quelque chose qui va déstabiliser en profondeur le système de retraite par répartition, là encore, et là encore pour une politique qui est absurde. Je vais vous donner un exemple. On va toucher, par exemple, on nous dit on va toucher aux retraites spéciales des fonctionnaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a une étude dans le journal Les Échos, excusez-moi de citer un de vos concurrents, mais bon, qui explique qu'en réalité, ça va aggraver le trou du régime de retraite. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires cotisent plus. Et qu'à partir du moment où on va stabiliser, on va normaliser leur régime, et bien du coup, bizarrement, ça va faire moins d'argent dans les caisses de ce système. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Et il y a encore moins de cohérence parce que chacun sait aujourd'hui que quand vous êtes un travailleur senior, vous ne retravaillez plus. C'est pas vrai, on peut donner tous les éléments, d'accord ? Vous ne retravaillez plus. Donc en réalité, c'est les assédiques qui, pendant plusieurs années, avec toute la précarité que j'ai expliquée sur l'assurance chômage tout à l'heure, vont remplacer le régime de retraite. Donc c'est pas supportable. Un mot sur une autre annonce de cette semaine, Agnès Buzyn qui a annoncé que l'homéopathie ne serait plus remboursée à partir de 2021. L'homéopathie, ce sont des centaines d'emplois en France, dans les entreprises Boiron, Léning. Est-ce que vous redoutez des conséquences en termes d'emploi ? Je peux admettre que je suis partagé sur cette question. Voilà. Je sais que ça va effectivement créer du chômage. Bon, là, c'est mon point de vue personnel, parce que notre mouvement n'a pas... Il y a des gens qui défendent l'homéopathie. Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un placebo sans effet, et qu'à partir de là, je ne trouve pas scandaleux que ça ne soit plus remboursé. Bon. Mais en même temps, je conçois la difficulté pour des salariés. Voilà. J'admets cette fois-ci être partagé sur la question. Éric Coquerel, pour finir, j'aimerais vous entendre sur l'affaire Tapie. Selon son avocat, Bernard Tapie considère qu'un appel du parquet serait farfelu. Est-ce que le parquet doit faire appel de ce blanchiment général ? S'il estime qu'il doit le faire, oui. C'est-à-dire que le parquet a des politiques à géométrie variable. Donc, c'est un peu ça d'ailleurs qu'on peut contester. Moi, cette affaire est extraordinaire quand même, parce que ce soit à un moment donné une contradiction entre deux juridictions. Non, mais ce blanchiment général auquel on a tous assisté, oui, mais le blanchiment général, il vous a interpellé ? Ah oui, mais il m'interpelle peut-être pour M. Tapie. Enfin, comme m'interpelle le fait que M. Cahuzac n'ait pas fait une seule journée de prison et que d'autres, par contre, en font. Donc, je trouve que là-dessus, il y a une façon de gérer ces affaires-là qui n'est pas équitable, pour reprendre votre terme. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Sur l'affaire Tapie, très franchement, là aussi, à un moment donné, on a des journées de 24 heures. Ce n'est pas que je veux dégager. Je n'ai pas suffisamment dans le détail. Ce que je sais, par contre, c'est que normalement, il doit être redressé. Qu'on explique que certains à Bercy l'ont protégé. Donc ça, il faut aller voir jusqu'où ça a été fait. Bon, au-delà de ça, c'est quand même un flop au niveau de la justice. Donc, grande incohérence, vous nous dites. Oui, mais vous savez, le parquet a souvent des grandes incohérences. Tout comme les procureurs ont de grandes incohérences, tout comme Belloubet a de grandes incohérences, notamment quand je trouve justement qu'elle est pour le moins inefficace sur l'affaire d'un jeune disparu de 24 ans il y a 3 semaines, et que par contre elle est capable d'envoyer des centaines de policiers à la porte de partis politiques qui n'ont rien fait. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin. Merci Nathalie Moret, merci Oriane Mancini. On va tout de suite passer à la revue de presse. Voilà, et ce matin, c'est Quentin Calmet qui nous accompagne pour cette revue de presse. On va commencer, Quentin, bonjour. Bonjour, ce matin avec la Provence et ce titre « Cramé ». Oui, tout à fait, le quotidien marseillais qui revient sur la convocation de François de Rugy par Édouard Philippe hier soir à Matignon. Matignon qui, après les informations sur les dîners privés fastueux ou encore sur la rénovation de l'appartement du ministre, Matignon qui a rappelé donc que tout responsable public est astreint à la double exigence de transparence et d'exemplarité. Et donc, Matignon qui dit avoir évoqué une émotion légitime des Français et annoncé avoir demandé au secrétariat général du gouvernement de diligenter une inspection
afin de vérifier que les travaux entrepris dans le logement de fonction ministérielle de François de Rugy se conformaient au respect des règles. De son côté, François de Rugy s'est engagé à rembourser, je cite, chaque euro contesté, comme l'écrit le quotidien La Provence. Enfin, le journal qui rappelle que l'affaire tombe un an presque jour pour jour après la tentaculaire affaire Benalla, dont on a pu beaucoup parler à l'antenne de Public Sénat cette année. Et donc, le journal écrit, après l'affaire Benalla, et alors que Mediapart laisse déjà filtrer de nouvelles révélations, la majorité se prépare à un nouvel été mouvementé. De nouvelles révélations, car on a appris hier soir, Saveria, et bien que le ministre occupait également un logement à Nantes à loyer social préférentiel. De son côté, le ministre a dit avoir découvert que ce loyer était préférentiel au moment de la sortie de l'information. Mais donc, on le voit, Saveria, les révélations continuent de s'accumuler. Et un tout autre sujet à la une du Progrès, la fin de vie, toujours en question. Oui, tout à fait. Le quotidien régional basé à Lyon le Progrès qui revient sur le décès de Vincent Lambert après plus de 10 ans passés dans un état végétatif. On peut lire dans le journal que le long feuilleton de la situation de Vincent Lambert a pris fin ce jeudi, mais que les questions demeurent nombreuses sur un problème qui nous concerne tous, notamment pour tous les Français qui n'ont toujours pas rédigé de directive anticipée. De son côté, la justice a annoncé hier soir qu'une autopsie aurait lieu aujourd'hui afin de vérifier que la loi a bien été respectée. Le procureur de la République, Saveria, qui a dit avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort afin de vérifier que l'arrêt des traitements était conforme à la loi. L'autopsie donc aura lieu aujourd'hui. Le corps de Vincent Lambert sera restitué à Rachel Lambert dans la soirée. Enfin, le procureur a dit que le seul objet de cette enquête était de connaître les circonstances du décès de Vincent Lambert et de vérifier, je cite, que les opérations médicales ont bien été réalisées conformément à la loi. À la une de la Charente libre, la Charentaise au bord du gouffre. Ouais, c'était il y a un an, Bruno Dutreil, l'ancien ministre des PME de Jacques Chirac, qui reprenait l'entreprise aux 110 salariés qui produit les fameux chaussons. Eh bien aujourd'hui, la manufacture, je cite la Charente libre, eh bien la manufacture charentaise, elle est au bord du gouffre, écrit le quotidien. Compte dans le rouge, fournisseur payé avec du retard et surtout un modèle de chaussons qui n'est plus adapté au marché. Il fallait, pour conserver la tête hors de l'eau, réaliser 3 millions de chiffres d'affaires. Et l'entreprise, elle est loin du compte. Il manquerait près d'1 million. Le journal du groupe Sud-Ouest qui revient également sur les tensions entre les repreneurs, Bruno Dutreil et Stéphane Baleston. Les détails sont donc à lire dans la Charente libre. Le Courrier Picard, à la une du Courrier Picard, les ex-Whirlpool à bout de nerfs. Oui, tout à fait. Un an encore après la reprise par un repreneur Picard, eh bien là aussi l'entreprise, elle est placée en redressement judiciaire depuis le 3 juin. Je vous rappelle, 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool avaient continué avec WN, ce nouveau repreneur, pour fabriquer des casiers réfrigérés, des voiturettes. Mais constat, au bout d'un an, il n'y a aucun travail, rien ne sort de l'usine. Et ce malgré la dizaine de millions d'euros attribués par le repreneur. Et donc, les salariés, hier, ont manifesté dans les rues d'Amiens, leur photo étant une du Courrier Picard. Et on va terminer avec un nouveau géant des mers, le Suffren, est à la une du Télégramme. Tout à fait. C'est quoi le Suffren ? Oui, ça faisait 10 ans qu'un sous-marin n'était pas sorti et n'avait pas été lancé. Premier d'une série de 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Ces mensurations font tourner les têtes, elles sont gigantesques. On parle d'un géant d'acier noir de 99 mètres de long, 5300 tonnes en plongée, contre 2600 actuellement pour la classe Ruby, qui est effectivement le standard actuel. Et donc, c'est comme si on passait de la Peugeot 207 à la Formule 1. C'est risqué un porte-parole de la Marine nationale. Pour l'occasion, Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui à Cherbourg où il prononcera un discours sur le thème de la défense. Et Saveria, le Suffren, ça vous dit quelque chose ? Non. Eh bien, ça vient donc du nom de cet amiral qui s'est illustré face aux Anglais au XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Quentin. Avec Merci plaisir. pour cette revue de presse. On va passer tout de suite au débrief avec à mes côtés, bonjour Virginie Lepetit de Courrier International et Luc Laventure, bonjour d'Outre-mer 360. Luc, c'est du pain béni, j'allais dire, pour la France Insoumise, cette affaire François de Rugy. Est-ce que c'est du pain béni pour la France Insoumise ou est-ce que ce n'est pas le problème d'un mal du siècle? Parce que Éric Coquerel l'a dit de façon très nette, il dit ça vient de l'intérieur, tout le monde le sait. De l'anthropophagie. C'est exactement ça. C'est-à-dire on s'aperçoit que chaque mouvement, chaque parti génère ses anticorps. C'est quelque chose
désespérant. Et puis, la notion de transparence. Il y a une auteure dont j'oublie le nom qui faisait dire à un commissaire la transparence, ça ne veut rien dire. Et Éric Coquerel dit quelque chose d'important. Il dit, la vraie question, c'est est-ce que de Rugy est politiquement crédible? Et c'est ça la vraie question. Et personne ne la pose. Virginie, justement, jusqu'à quand peut tenir François de Rugy dans ces conditions? On voit qu'il y a des révélations quasiment chaque jour, 4 articles en 3 jours sur Mediapart. Jusqu'à quand le ministre peut-il tenir? Tout dépendra du soutien dont il dispose, en fait, à la fois au sein des marcheurs, enfin, parmi la République En Marche, et puis à l'Élysée. Mais c'est vrai que là, la situation devient critique. Nous, on est allé voir Courrier International ce qu'en disait la presse étrangère. Le journal conservateur espagnol ABC parle d'une boule puante pour le gouvernement français, et à juste titre. Il y a un vrai problème d'exemplarité. On serait dans une république nordique, en Suède par exemple. Il aurait déjà démissionné. En Suède, il y a quelques années, une députée avait démissionné pour avoir acheté 2 barres chocolatées avec sa carte professionnelle. Oui. Enfin, voilà, donc si les règles étaient un peu plus strictes, parce que là on compte un peu aussi sur une espèce d'auto-évaluation, voilà, si c'était un petit peu plus strict, si elles étaient dites, affirmées, peut-être que ça ne se produirait pas. Pourquoi, à votre sens, le président, pourquoi Emmanuel Macron ne tranche pas plus rapidement? Il ne va pas trancher parce que je me demande si cette affaire ne sert pas les intérêts du président de la République. Alors Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On a quand même une irruption sur la scène politique, après les élections européennes, d'un groupe dont on disait qu'il était moribond, c'est-à-dire les Verts. Et les Verts ont repris une doctrine de Brice Lalonde, qui est ni droite ni gauche. Et c'est un peu la partie gauche, c'est la partie centre-gauche du président de la République, dont il a besoin en ce moment, parce qu'il a besoin d'une caution à gauche. Et c'est vrai que de Rugy est en ce moment très fragilisé, et comme politiquement, effectivement, les choses sont et seront de plus en plus difficiles pour lui, on peut dire qu'il est vraiment écorné. Un mot sur une autre réaction d'Éric Coquerel à l'actualité sur la réforme de l'assurance chômage. Il a qualifié Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, de menteuse sur les chiffres, effectivement, du nombre de chômeurs impactés par cette future réforme. Ce sont des mots forts, menteuse. Là encore, voilà, où est la vérité? Ce sont des mots très forts. Et le problème avec les chiffres, c'est, on le sait bien, il y a une interprétation des chiffres. On peut leur faire dire énormément de choses. La réalité, c'est qu'effectivement, on ne va pas vers la protection des plus précaires. Et c'est vraiment le problème qui se pose depuis déjà plusieurs années en France, c'est que l'assurance chômage telle qu'elle est faite ne protège pas forcément ceux qui sont les plus précaires. Et au contraire, la précarité augmente, et notamment pour les femmes, parce que ce sont elles qui sont en contrat court souvent, ou à mi-temps, ou à tiers-temps. Et voilà, donc là, effectivement, ce qu'on propose, avec des aménagements de langage, etc., ça n'est peut-être pas un mensonge, mais en tout cas une interprétation. Oui. Justement, Luc, on sent le gouvernement très prudent sur ces 2 gros dossiers, ces 2 futures réformes à venir, l'assurance chômage et les retraites. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on peut dire que côté sur jambe de bois, quand on va outre-mer, le taux de chômage qui existe, la précarité au niveau de tout ce qui concerne l'économie. Effectivement, on peut se poser des questions sur le sillon à creuser davantage. Virginie Lepetit, on va en venir à votre numéro spécial de Courrier International, numéro spécial Pays Basque, bien sûr en partenariat avec Public Sénat. Le Pays Basque vu par la presse étrangère, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce numéro? On peut découvrir le regard des Allemands et des Britanniques et d'autres sur le Pays Basque. Et bon, c'est un regard plutôt... émerveillé et attendri, un peu des deux. Très belle couverture. Oui, avec une très belle sortie de vague devant le casino de... le sport national basque, le surf. À Hendaye, je crois. Et donc, comment nos voisins allemands perçoivent effectivement cette région? C'est la journaliste de Die Welt, elle a voulu trouver un fil rouge, et ça a été le béret basque. Donc, elle est partie à la découverte des origines du béret basque, et elle parcourt le Pays basque. En fait, ils sont assez ironiques, ils trouvent que les Basques sont trop parfaits. La nourriture
nourriture est trop parfaite, tout est trop beau, ça devient même énervant. Voilà. Bon, mais c'est très tendre sur la vision du Pays Basque. Et l'autre journaliste qui donne sa vision, c'est Anthony Peregrine de The Daily Telegraph, qui est un grand chroniqueur et qui adore la gastronomie. Bon, il est servi, hein. Il a absolument tout ce qu'il faut à sa disposition. Alors, j'ai lu dans ce dossier, les lecteurs vont pouvoir le découvrir donc dans Courrier International. Il y a une querelle, hein, la fantastique histoire du béret basque et la querelle. Le fameux béret est-il basque ou béarnais? Oui. Alors, apparemment, ce serait Napoléon qui aurait tranché, nous dit la journaliste, qui a déclaré en passant une revue de troupes que c'était des galurins basques que portaient les troupes. Et depuis, ça s'appelle un béret basque. Mais oui, il y a une querelle sur l'origine de ce couvre-chef. Sur l'étymologie du béret. Pour terminer, est-ce que la région attire beaucoup de touristes étrangers? Oui, alors la région attire beaucoup de touristes étrangers et on le voit. Ça, c'est une information parce qu'on a plus tendance à penser que la Côte d'Azur, la Corse sont des régions qui attirent, l'Île-de-France, Paris. Paris, évidemment. On pense moins au Pays Basque. Ce qui se passe, c'est que les régions qui ont une forte identité, donc la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, en plus d'avoir des paysages absolument somptueux, donc attirent aussi un tourisme en quête d'authenticité. Exactement, d'authenticité, de choses un peu plus, on va dire, exotiques. Et oui, il y a un tourisme étranger au Pays Basque, de toute évidence. C'est une région que vous connaissez, Luc, que vous appréciez? Que j'apprécie beaucoup, parce qu'effectivement, il y a ce côté décalé. Quand on va dans ces régions, on est vraiment dans le profond, décalé, si je veux dire. Authentique. Authentique, pas seulement exotique au sens superficiel du terme, mais vrai. Ce sont des gens qui ont gardé le profond, leur âme profonde. Donc c'est une région qui attire, un dossier à découvrir donc dans ce numéro spécial de Courrier International. Merci à tous les deux. Merci Virginie Petit. Merci Luc Laventure. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la météo. Le temps qu'il va faire aujourd'hui près de chez vous, vous allez le voir. C'est plutôt beau, excepté à l'ouest du pays. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. François de Rugy a-t-il bénéficié d'un logement à caractère social? Nouvelle révélation hier soir de Mediapart. L'intéressé dément. Le ministre de la Transition écologique dit n'en avoir jamais eu connaissance. Il a été reçu hier par Édouard Philippe et s'engage à rembourser chaque euro contesté. Dans le même temps, Matignon ouvre une enquête sur les travaux dans son logement de fonction. François de Rugy peut-il tenir? Nous poserons la question à l'ancien ministre et sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Et dans ce contexte, on apprend que 15 parlementaires sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Parmi eux, l'ancien dirigeant socialiste Jean-Christophe Cambadélis et le sénateur centriste Yves Détraigne. Ils sont suspectés d'avoir utilisé leur indemnité de mandat à des fins personnelles. 2 enquêtes préliminaires ont été ouvertes. Explication, Samia Decher. Il dit avoir découvert cette affaire dans la presse. Le sénateur Yves Détraigne fait partie, d'après le journal Le Monde, des 15 parlementaires de la législature précédente visés par une enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics. Par téléphone, l'élu centriste affirme ne pas savoir précisément ce qu'on lui reproche et n'avoir jamais été contacté par la justice. Le sénateur centriste aurait, d'après l'article, viré une partie de ses avances pour frais de mandat non utilisés sur son compte personnel. S'il confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire, le parquet national financier refuse d'évoquer les noms des élus concernés et les faits étudiés. Il a été saisi fin 2018 par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
D'après les informations du Monde, 15 parlementaires sont soupçonnés d'avoir utilisé une partie de leur enveloppe de frais de mandat pour des dépenses personnelles, des dépenses de 20 000 à 80 000 euros par élu, opérées entre 2015 et 2018. Depuis 2015, l'utilisation de cette enveloppe, 6 109 euros net par mois pour les sénateurs, 5 800 pour les députés, est normalement fléchée sur des dépenses exclusivement liées au mandat des élus. Seraient concernés, d'après Le Monde, 8 sénateurs dont 5 encore en exercice et 7 députés dont 2 siègent encore actuellement. Tous n'ont pas forcément été informés. Le parquet national financier peut choisir d'enquêter secrètement pour plus d'efficacité. Emmanuel Macron doit rendre des comptes sur la situation d'Alstom. C'est ce qu'a déclaré Arnaud Montebourg hier au Sénat. L'ancien ministre était auditionné sur le sujet des cessions d'entreprises. Et il a vertement critiqué l'actuel président de la République et ancien ministre de l'économie. Je vous propose de l'écouter. La responsabilité politique de la part d'un ancien ministre, c'est d'accepter de rendre des comptes. La reddition des comptes a été inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous le siècle de Périclès, dans la démocratie athénienne. Et vous savez, à l'époque, la reddition des comptes, lorsque dans l'agora, un magistrat avait mal agi, cela pouvait se terminer par la lapidation. Bon, nous n'en sommes heureusement pas là. Hein. Nous avons des commissions d'enquête amicales, ou courtoises, où on répond de nos actes. Donc nous avons bien civilisé la reddition des comptes. Je trouve parfois qu'on devrait un peu la durcir. La loi anti-gaspillage inquiète les collectivités. Présentée cette semaine, le texte prévoit de développer le système de consigne, mais pas uniquement pour les bouteilles en verre, mais également pour le plastique. Bonne ou mauvaise idée? Aujourd'hui, ce sont les collectivités qui sont justement chargées de la collecte et de la revente. Explication Flora Sauvage. En créant un système de consigne, le gouvernement affiche un objectif, 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. En la matière, la France est plutôt mauvaise élève. Le taux de collecte des bouteilles en plastique s'élève à 90% en Suède et en Allemagne. Dans l'Hexagone, il chute à 58%. Mais l'apparition de consignes pour recycler fait craindre un manque à gagner pour les collectivités locales qui ont investi dans un système de tri, comme l'explique Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique. D'autant que les collectivités revendent cette matière première, ce qui représente pour elles une source de revenus. Je peux parler de la ville de Nantes, dont j'ai été l'adjoint à l'environnement. On a investi sur des systèmes de collecte qui permettent le tri sur la chaîne de tri ensuite, et qu'effectivement la mesure qui est proposée ne va pas dans ce sens-là. Néanmoins, nous savons que nos systèmes de recyclage aujourd'hui ne sont pas excellents, et je pense qu'il faut aller vers un système où les deux vont cohabiter. Selon les projections de la Fédération des entreprises du recyclage, le système de consigne va amputer le budget des collectivités de 200 millions d'euros. Mais l'argument ne tient pas, selon les partisans de la consigne. C'est pas parce qu'on a fait des incinérateurs ou des centres de tri qu'il ne faut pas réfléchir à l'amélioration du tri, à l'amélioration de la production de déchets d'une société. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre de se dire il faut alimenter le centre de tri, il faut alimenter parce qu'on l'a construit, parce qu'on a investi. Un comité de pilotage doit déterminer le montant de la consigne et les matériaux qui vont être concernés. Le projet de loi sera examiné par le Parlement en septembre. Le Parlement adopte définitivement la loi GAFA. Le projet de loi va taxer jusqu'à 3% du chiffre d'affaires en France. Les GAFA, Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Et dans le même temps, on apprend hier que Washington va ordonner l'ouverture d'une enquête sur les effets de cette taxe. Les détails avec Stéphane Amagnan. Après la guerre commerciale qui oppose Washington à Pékin, Paris est dans le viseur de Donald Trump. En cause, la taxe dite GAFA, tout juste adoptée par le Parlement, qui vise à créer un impôt sur les activités des géants du numérique, dont les entreprises américaines Facebook, Apple, Google et Amazon. Alors que les États-Unis menacent de répliquer avec des droits de douane sur les produits français, Bruno Le Maire reste ferme et veut croire au dialogue. Je tiens à dire qu'il existe d'autres moyens, entre alliés, de régler nos différends que par la menace. Je tiens à dire également que la France est un État souverain, qu'elle décide souverainement de sa fiscalité et qu'elle continuera de décider souverainement de sa fiscalité. Le texte adopté prévoit notamment une taxe de 3% sur les entreprises du numérique dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros à l'international et 25 millions d'euros en France.
L'État espère empocher 500 millions d'euros par an, pas suffisant pour certains sénateurs qui ont tout de même soutenu la mesure. Je pense que M. Trump aurait été encore plus fâché si la version qu'on souhaitait était passée. Non, je pense que c'est le minimum ce qui est passé aujourd'hui. Et ce minimum met hors de lui encore M. Trump qui sur tous les sujets menace, et là il menace la France. Le G7 des ministres des Finances se tiendra en France à la mi-juillet, l'occasion pour Bruno Le Maire de s'entretenir avec son homologue américain. Et le locataire de Bercy l'assure, lorsque l'OCDE aura adopté une solution d'imposition crédible des activités numériques, la France retirera sa taxe. Voilà, et on passe maintenant au face-à-face, la deuxième interview politique de cette matinale. Et mon invité ce matin, Roger Karoutchi, bonjour. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. L'affaire François de Rugy, nouvelle révélation encore hier soir. Le ministre aurait bénéficié d'un logement à caractère social. Combien de temps est-ce que François de Rugy peut encore tenir dans ces conditions ? Tant qu'il a, c'est le système de la Ve République, tant qu'il a la confiance du président de la République et du Premier ministre. Ils sont pas très nombreux ce matin pour le défendre. Dans ces cas-là, il n'y a jamais grand monde. Mais tant qu'il a la confiance du président et du Premier ministre, mais le président comme le Premier ministre, c'est même pas par rapport à la capacité politique de François de Rugy, c'est ensuite, ils vont regarder par définition les sondages. Est-ce que l'affaire de Rugy a des conséquences sur le reste du gouvernement, sur la capacité à faire les réformes ? Si oui, François de Rugy sera fragilisé. Sinon, ou si ça se tasse, ou s'il y a autre chose, ou si l'actualité passe, ça aurait été un mauvais souvenir. Mais vous jugez pas que c'est une grave erreur de ne pas sanctionner, de ne pas trancher dans le vif, dans le climat actuel ? Moi, je comprends. Hein. Je comprends très bien que les images choquent. Moi, je ne bois pas de vin, donc le prix des bouteilles me laisse sans voix. Mais enfin, je comprends le choc. En même temps, on se dit, est-ce que un média, aussi respectable soit-il, balance 2 photos, un machin, est-ce que sur le coup, on vire le ministre ? Ou est-ce que on le laisse s'expliquer ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une explication de texte hier entre le ministre et le Premier ministre. Est-ce que ça peut tenir ? Est-ce que les explications du ministre vont suffire ? Si oui, ça se tassera. Si c'est non, et si le feuilleton doit continuer, il sera forcément déstabilisé. Et le gouvernement devra en tirer les conséquences. On se souvient de Christian Blanc, secrétaire d'État, qui avait dû partir pour une affaire de cigares. De cigares, qui était d'ailleurs, de mémoire, même pas consommé par lui, mais par son cabinet, et il a dû démissionner. Oui. Plus généralement, et rappelez-vous, d'autres ont dû démissionner pour des billets d'avion, etc. Donc, on sait que la capacité politique d'un ministre, elle peut être remise en cause sur des trucs, mais sur le coup, on n'imagine même pas. Mais voilà. C'est un règlement de compte politique ? J'ai cru comprendre que c'était pas politique et que c'était un règlement de compte personnel, politique, mêlé, mais malheureusement, à l'ère des portables, à l'heure des photos, des réseaux sociaux et tout, il ne faut pas se faire d'illusions. Les trucs les plus théoriquement discrets, personnels, ne le sont plus. Donc voilà, il faudra en tirer toutes les conséquences. Roger Karoutchi, j'aimerais vous entendre sur le choix du candidat En Marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, qui a donc été désigné cette semaine pour porter les couleurs de la majorité à Paris. Benjamin Griveaux, c'est le candidat que la droite voulait pour envisager, pour conclure de probables alliances. Je ne sais pas si on peut parler Il est moins de ça à gauche que Cédric Villani. Oui, mais Cédric Villani était, à mon sens, plus dans une option de rassemblement, d'ouverture, parce que justement, se sachant moins officiellement reconnu, il était plus tourné vers des accords. Moi, je pense surtout qu'à Paris, il faut dire les choses, quand on voit l'état de la ville, la situation financière de la ville, la faiblesse de l'attractivité de la ville, il faut surtout mettre un terme à la gestion actuelle. Donc, la droite peut avoir ses candidats, En Marche peut avoir ses candidats. Je souhaite, je le dis clairement, et je pense que plein d'élus de droite le pensent à Paris, en tout état de cause, il faudra au 2e tour un front pour mettre un terme à la gestion actuelle. Un front avec En Marche, donc. Oui, pas avec le Front National, si c'est ça que vous voulez dire, non. Mais je ne vois pas, alors après,
il faut trouver comment ça se passe. Est-ce que c'est retrait des listes dans les arrondissements où les autres arrivent en tête, fusion? J'en sais rien. Mais ne faisons pas, parce qu'on va désespérer nos électeurs, ne faisons pas en sorte qu'il y ait une triangulaire, une quadrangulaire au deuxième tour, peut-être, mais qui ferait en sorte que, alors que les 2/3 des Parisiens souhaitent que soit mis un terme à la gestion socialiste, qu'on continue, parce que alors on est fou. Roger Karoutchi, qui pour porter les couleurs de la droite républicaine à Paris? Rachida Dati, est-ce qu'elle a ses chances? Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? C'est à elle qu'il faut poser la question. La commission d'investiture décidera probablement au mois d'octobre, fin octobre probablement, puisqu'on attendra l'élection du président des Républicains. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs candidats qui se sont proposés sur Paris. La CNI, enfin la commission d'investiture tranchera, voilà. Parlons donc de la droite, plus généralement des Républicains pour ces municipales, les investitures pour les municipales. Christian Estrosi, cette semaine, a menacé à demi-mot de quitter le parti. Je vous vois sceptique. Si les investitures ne sont pas tranchées plus vite à Nice, pourquoi justement le parti ne tranche pas plus vite? Chacun sait que j'ai des liens d'amitié anciens avec Christian et de respect, de travail commun. On a été au gouvernement, enfin bref. Mais il y a une logique quand même. C'est vrai qu'il y a une commission d'investiture, mais il y a aussi des structures du parti. Il y a un bureau politique, il y a un président du parti. C'est évident que la commission d'investiture, quand vous êtes dans une phase d'élection du prochain président, elle est un peu, comment dire, non pas déstabilisée, mais elle est en situation de n'investir que là où finalement il n'y a pas de problème. Vous voulez dire qu'elle n'est pas assez solide aujourd'hui tant qu'il n'y a pas mais une nouvelle tête naturellement, il faut un patron au parti pour qu'on puisse faire en cascade. D'ailleurs, on a décidé que, normalement, le président du parti est élu entre les 12 et 19 octobre. Ensuite, jusqu'à la fin du mois d'octobre, on siégera en continu s'il faut pour donner toutes les investitures. Justement, il reste 3 candidats en lice pour prendre la tête des Républicains. Christian Jacob, Julien Aubert, Guillaume Larrivé. Qui a votre faveur? Jacob. Moi, je parraine Christian Jacob et je cherche des parrainages pour Christian Jacob. Non pas que j'ai des difficultés avec Julien ou avec Guillaume, mais on est dans une phase très compliquée. On s'est pris 2 raclées en 2017, on s'est pris une raclée aux européennes. Peut-être qu'on peut se dire, pause, avec un patron du parti, pas candidat à la présidentielle de 2022. C'est celui qui a l'expérience, il a été ministre, il est président du groupe à l'Assemblée nationale, il a participé à toutes les discussions et négociations, il a fait les campagnes de Sarko, enfin... C'est celui qui a le plus d'expérience, et quand on va mal, il vaut mieux un homme d'expérience. Et en même temps, pardon, mais quand j'entends dire il faut du renouvellement, il a 58 ans, il n'est pas au carbone 14. Donc, il a la capacité, la volonté de rassembler, de réouvrir le parti, de refaire vivre le parti en dehors de l'échéance électorale présidentielle. Eh ben ça, c'est essentiel pour moi. C'est possible de refaire vivre le parti, justement, après la débâcle des européennes. Est-ce que la droite républicaine, sincèrement, elle peut encore être sauvée en l'état? Je n'en sais rien. Voilà, je suis franc. Vous doutez? Moi, oui, bien sûr que je doute. Moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que oui ou non, aujourd'hui, même en retrouvant du crédit auprès des Français, il y a un espace politique entre le Rassemblement national et En Marche. En Marche, ou en tout cas le président, qui se voudra à droite même si ses troupes sont de gauche, le Rassemblement national qui ne sait plus comment jeter des passerelles pour dire venez à nous, et en vrai, est-ce que nos électeurs, les citoyens de droite, se disent c'est ni l'un ni l'autre, on veut un message d'une droite classique? Si oui, alors on va déjà rebondir au municipal, ça va nous redonner un ballon d'oxygène. Après, il faut un message national qui rassemble. Si on est capable de reprendre cet électorat-là, on retrouvera notre place. Si on n'y arrive pas, ça voudra dire qu'on a échoué et que malheureusement, il n'y a plus d'espace. L'initiative justement du président du Sénat, de Gérard Larcher, de reconstruire la droite et le centre par les territoires, par le terrain, d'aller parler aux électeurs, de les convaincre, c'est la bonne méthode, ça peut marcher? Dans l'état dans lequel on est, c'est forcément la bonne méthode. Pardon, si on se contente de parler de manière partisane, on n'y arrivera pas parce que les gens ne nous écoutent pas en ce moment. Ce qui est clair, c'est que pour moi, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire, il y a le message de Gérard Larcher de recomposition, de redynamisation de la droite à partir des territoires, mais il y a aussi l'élection à la présidence des Républicains, parce que, en dehors des territoires, il faut aussi un message national. Il faut une figure pour porter le parti, quoi qu'il arrive. Évidemment, et puis il faut se dire, c'est quoi l'autorité de l'État?
c'est quoi les valeurs de la nation, c'est quoi notre position en matière d'immigration. Il y a des choses qu'on peut faire dans les territoires, et puis il y a des valeurs nationales qui ne peuvent être faites qu'au niveau national par les formations politiques. Il faut les deux. Roger Karoutchi, j'aimerais vous entendre sur les dossiers parlementaires. Le prochain grand débat parlementaire, c'est la loi de bioéthique avec l'adoption de la PMA. Comment éviter que ce débat sur la procréation médicalement assistée réveille toutes les fractures qu'on a connues lors des débats sur le mariage pour tous? Comment éviter que ça dérive sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur la recherche chromosomique, enfin... Forcément, dans le débat... ça va un peu aller dans tous les sens. Il va y avoir des amendements qui vont être déposés en ce sens pour déborder justement... Naturellement, et de tous les côtés. Voilà. Et de tous les côtés. Moi, ce que j'ai déjà dit en réunion de groupe, que j'ai déjà dit à Bruno Retailleau et à Gérard Larcher, et ils le savent, c'est que je souhaite que le groupe reste, 1, très mesuré, 2, qu'il y ait une pleine liberté de vote, qui soit acquise dès le début du débat, de manière à ce que chacun se dise... en conscience, on s'exprime. Moi, j'ai déjà dit... Il n'y a pas de position commune au sein du groupe. Il n'y a pas de position commune. Moi, j'ai déjà dit, et je ne le cache pas, qu'a priori, j'attends de voir le texte quand même, mais enfin, qu'a priori, sur la PMA, je voterai le texte. Après, j'attends quand même de voir le texte pour ne pas avoir de secousse. Mais je peux comprendre très bien que pour des raisons de conscience, d'autres ne le votent pas. Et je souhaite que ceux qui votent respectent ceux qui ne votent pas, et ceux qui ne votent pas respectent ceux qui votent. La seule solution, c'est un débat en groupe qui soit mesuré, équilibré, et qu'ensuite on donne à chacun la liberté de vote en séance. Les autres groupes font comme ils l'entendront. Je pense que... Il y a toutes les questions de l'affiliation aussi. Ça va être discuté lors d'une commission spéciale. Le Sénat va mettre en place une commission spéciale justement pour aborder ces débats. Je suis bien conscient que c'est extrêmement difficile. Quand on voit l'affaire Lambert, on peut se dire, est-ce que la loi Leonetti suffit ? Comment on peut faire? Alors maintenant, il y a d'autres éléments. Mais tout ça... Mais précisément, est-ce que la loi de bioéthique, c'est le bon moment pour réouvrir le débat sur l'euthanasie et la fin de vie? A priori, c'est dans une loi bioéthique. Maintenant, si le gouvernement dit, écoutez, la loi Leonetti est trop récente, on ne va pas tout de suite quand même. Aujourd'hui, Agnès Buzyn nous dit non, on n'ouvre pas le dossier de la fin de vie et de l'euthanasie. Moi, je pense que dans l'état actuel... il y a la loi Leonetti, attendons. Ceci étant, je ne le cache pas, qu'à titre personnel, je pense qu'il faudra une évolution parce que tous ceux qui ont eu des parents ou des grands-parents qui ont fait des fins de vie très difficiles sont peut-être un peu plus sensibles à ce genre de problème. Elle est incomplète, inadaptée aujourd'hui, la loi Leonetti? Elle veille à ce que le positionnement des médecins reste sur le serment d'Hippocrate. Elle veille à l'absence de souffrance, mais est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'une loi est capable de veiller à la dignité de la fin de vie? Vous êtes personnellement favorable à l'euthanasie? Non. Non, mais je suis conscient du fait qu'il faut trouver des solutions pour que les gens restent dignes jusqu'à la fin, fassent des choix et ne souffrent pas. Après, il faut trouver. Je reconnais que c'est sur un fil. Et je ne sais même pas d'ailleurs. Parce que quand on dit euthanasie, franchement, dans l'esprit public, on voit le régime nazi, on voit ce que ça voulait dire d'euthanasie forcée. Et ça, c'est insupportable pour la conscience. Alors en même temps, je vois bien que dans certains pays voisins, il y a déjà des capacités de suicide assisté, etc., en fin de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut trouver comme voie de passage? Cherchons. Mais cherchons en respectant les autres. Très bien. Merci beaucoup, Roger Karoutchi. Merci d'avoir été mon invité. Ce matin, on va maintenant passer à l'agenda avec les temps forts la semaine prochaine, mardi à 14h30. C'est le début de l'examen de la loi énergie-climat, le dernier grand texte de cette session extraordinaire. Une loi qui a été étrillée par la Commission des affaires économiques qui juge le texte peu ambitieux. Mercredi 9h30, dans le cadre de ses travaux sur le numérique, la Commission de la Culture auditionne Marie-Laure Denis. C'est la présidente de la Commission nationale, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mercredi à 17h30. L'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, auditionne plusieurs acteurs d'EDF et de Framatome sur l'EPR de Flamanville, en particulier bien sur la question des soudures. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a demandé un audit sur le nucléaire nouvelle génération, estimant que les incidents à répétition rencontrés justement sur le chantier de Flamanville ne sont pas acceptables. Voilà pour l'agenda. On va passer tout de suite à l'œil 2.
Voilà, l'œil de comme chaque vendredi, Voilà, c'est rebonjour, Quentin Calmer, rebonjour. Comme chaque semaine, on va revenir avec vous sur l'actualité de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Cette semaine, on va commencer avec Aéroport de Paris, bien sûr, qui continue de mobiliser, en particulier les parlementaires de gauche. Tout à fait, et vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure avec votre invité Éric Coquerel. Ils étaient plusieurs sénateurs socialistes et communistes à se rendre hier devant le ministère de l'Intérieur. On a vu une photo notamment de Michel Meunier qui a tweeté effectivement cette photo de famille avec ces sénateurs qui portent leur écharpe et qui font cette mobilisation symbolique pour exiger, regardez, de Christophe Castaner que le chiffre de la mobilisation sur le référendum ADP soit rendu public. Et effectivement, les sénateurs qui reprochent beaucoup de choses au gouvernement sur la question d'ADP, notamment le fait qu'il n'y a pas de communication. Et ça aussi, votre invité, il en a parlé tout à l'heure. Les sénateurs voudraient que le CSA se charge d'informer les citoyens. Regardez par exemple ce qu'ont tweeté les sénateurs communistes. Soutenir ou ne pas soutenir la mise en œuvre du référendum sur ADP relève d'une liberté fondamentale. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué qui a été posté par les sénateurs. Et il continue en disant « La puissance publique se doit de tout mettre en œuvre pour informer de ce droit constitutionnel ». Des sénateurs communistes qui vont être reçus prochainement par le CSA, ont-ils dit sur leur compte Twitter. Et pendant ce temps-là, les sénateurs de gauche continuent de scruter attentivement le compteur des votes qui vient de passer les 500 000 signatures. Mercredi, donc, cette barre a été atteinte. Rachid Temal a pu écrire « Ça monte, ça monte ». Chacun des 507 000 signataires a jusqu'au 12 mars 2020 pour trouver 10 signataires et lançons ce défi cet été. Effectivement, à ce moment-là, on pourrait atteindre les 4,7 millions de sénateurs. En tout cas, les sénateurs de gauche en rêvent. Et des aéroports et leur privatisation ou pas, on va passer au deuxième sujet qui a beaucoup fait parler cette semaine. C'est l'annonce d'une écotaxe sur les billets d'avion. Oui, tout à fait. Avions, aéroports, ce sont des sujets qui ont le vent en poupe cette semaine. Les sénateurs communistes, eux encore, ils sont montrés très critiques sur la mesure de cette écotaxe sur les billets d'avion. Regardez ce qu'a écrit Fabien Gay. Il a dit « Invention d'une mesure écologique, on crée une écotaxe sur les billets d'avion pour compenser la ratification du CETA et le nouvel accord du Mercosur avec des pays ultra polluants. Et on dit qu'on veut la neutralité carbone en 2050. Cela s'appelle du double discours. Des critiques de la gauche, mais également venues de la droite, notamment des sénateurs qui sont libéraux économiquement. Regardez par exemple Vincent Capo-Canellas pour les centristes qui a dit que la logique de cette taxe était contestable, même si les liaisons de l'aménagement du territoire sont exonérées, car l'aérien est déjà très taxé. C'est un coup dur pour les compagnies, a écrit le sénateur. Et effectivement, on voit donc des critiques sur les bancs de la gauche, comme chez les centristes. Et là où on a été également très critique, si ce n'est le plus critique, c'est à droite. Oui, tout à fait. Regardez par exemple ce qu'a écrit Ladislas Poniatowski, sénateur LR de l'Eure. Il a dit que la France est le pays dans lequel on paye le plus d'impôts et de taxes au monde. Et voilà que le gouvernement annonce une nouvelle taxe sur les billets d'avion, coup dur pour Air France. Et une fois de plus, l'écologie est associée à plus d'impôts. Voilà, l'écologie punitive, c'est ce qu'il faut absolument éviter, a pu écrire donc ce sénateur. D'autres écrivent que c'est le manque d'envergure de la mesure, cette mesure franco-française, ça ne va pas du tout, il faut une mesure à l'échelle de l'UE, a pu écrire Christophe Frassa, et sinon ce sera une balle dans le pied tirée par un gouvernement qui navigue à vue, sans cap ni boussole. Dernier sujet aujourd'hui, sans surprise Quentin, les multiples rebondissements dans l'affaire de Rugy. Oui, tout à fait, et on le voit, l'écologie était au cœur des sujets cette semaine, et donc forcément le ministre de l'écologie et tous ces rebondissements dans l'affaire, ça a aussi beaucoup fait parler les sénateurs. On remarquera le tweet d'Éric Boquet qui a très simplement écrit « La République exemplaire doit commencer par François de Rugy ». 3 petits points, tout est dans les points de suspension. Et autre tweet, Sophie Primas qui s'est indignée du fait que la directrice de cabinet de François de Rugy ait été démissionnée très rapidement. Elle dit « ça va vite ». Et donc, vous voyez, cette semaine, l'écologie, le ministre de l'écologie, tout ça, c'était vraiment au cœur de l'actualité. Merci beaucoup Quentin, merci pour cet éclairage sur les tweets. Et puis on va passer tout de suite à la météo, le temps qu'il va faire aujourd'hui près de chez vous. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires.
Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà pour cette météo, c'est la fin de cette édition, dernière matinale de cette saison. On remercie bien sûr toutes les équipes qui nous ont accompagnés cette année. Moi, je vous souhaite de très belles vacances, bien sûr, pour ceux qui ont la chance de partir. Très bonne journée à tous et belle suite des programmes sur Public Sénat.